Bienvenue à tous, je suis Fabrice Equet, je vais animer cette journée de conférence où on a pas mal de choses qui vont être présentées. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être votre première à DPO Forum. DPO Forum existe depuis 4 ans, c'est la 4e édition à Paris et maintenant on est aussi présent au Luxembourg, en Belgique et dans différentes villes en France puisque, si je ne me trompe pas, on aura Nantes, Montpellier et Lille aussi. On va faire des salons de DPO Forum beaucoup plus régionaux. Et pour commencer, donc, vous allez voir, on a pas mal de conférences sur un sujet qui va revenir assez souvent par nos différents orateurs, qui est l'IA. Je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui est sur tous les bureaux des DPO en France et pas qu'en France. Et je vais accueillir Garance Mathias, qui est avocate, qui a l'habitude de prendre la parole lors de keynotes pour DPO Forum. Et le sujet qu'on va aborder, justement, c'est un peu le rôle du DPO aujourd'hui, parce qu'il a sûrement changé depuis 2018, où il y avait vraiment un focus sur la protection des données, sur le règlement en lui-même. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le rôle de DPO a tendance à bouger, notamment avec l'arrivée de l'IA, avec toutes les utilisations des intelligences artificielles. Et quel va être son rôle aujourd'hui? Où est-ce qu'il va devoir moins travailler de manière isolée dans son petit coin, son bureau, avec ces textes de loi, ces règlements de protection des données, son registre des traitements, mais beaucoup plus collaborer avec les DSI, les CISO, enfin les RSSI, et notamment aussi d'autres divisions dans le développement, dans le marketing, puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'IA est un peu partout. Donc je vais laisser Garance nous exposer son point de vue là-dessus. À toi, merci. Merci Fabrice, donc c'est bon, vous m'entendez tous. Donc bonjour à tous et à tous, et merci à DPO Forum effectivement pour de me permettre d'avoir une prise de parole un peu large qui, j'espère, suscitera des échanges à nouveau. J'ai choisi d'intituler cette keynote sur DPO, pilier essentiel pour l'organisme. Ce qui est déjà une évidence, puisqu'effectivement, comme vous savez toutes et tous, le DPO est déjà prévu par le règlement général sur la protection des données, donc un statut, à des articles dédiés. Maintenant, on a une pratique depuis bientôt 7 ans de recul, mais aussi pilier, mais pilier pas uniquement et seulement en matière de protection des données, même si ça reste le cœur de métier, mais face, on va le voir un peu plus avant, à un état de la menace, face aussi qu'on soit en tant que citoyen, puisque aussi la protection des données, ça reste des libertés publiques, et c'est des libertés publiques, ce sont des libertés publiques, les données à caractère personnel, aussi face à un état actuel, un géopolitique mouvant. Alors qu'on soit citoyen, qu'on soit effectivement au DPO, dans un organisme, dans une collectivité publique, dans un secteur privé, à une dimension nationale ou internationale, on est impacté, tant par rapport à cet état de la menace que par rapport à ces contextes géopolitiques mouvants. Évidemment, les slides, oui c'est bon, ça fonctionne. Donc, le DPO, il est au cœur effectivement des projets de l'entreprise, au cœur d'une gouvernance qu'il va construire dans le cadre de son entreprise, dans le cadre effectivement des relais qu'il peut avoir, mais aussi il est au cœur de l'innovation. Pourquoi? Parce que comme je viens de le dire, ce sont les libertés fondamentales. Peut-être, et vous n'avez peut-être pris connaissance, et si vous n'avez pas lu, je vous encourage cette lecture, il y a quelques jours, le rapport annuel de la CNIL a été publié. Son titre illustre parfaitement la volonté dans laquelle je voudrais inscrire l'esprit de cette keynote. Protéger les données de chacun pour sécuriser l'avenir numérique de tous. Donc, on est vraiment dans cette protection des données à caractère personnel, mais comme vous savez, les données à caractère personnel, c'est aussi beaucoup de collecte de données indirectes, puisque la donnée à caractère personnel, c'est tout ce qui permet d'identifier un individu d'une manière directe ou indirecte. Et maintenant, le côté indirect, notamment avec l'IA, avec effectivement énormément d'identifiants, de collecte, de logs de connexion, ou encore d'adresses IP qui posent des débats, sont très présents dans le quotidien d'un DPO. Pour sécuriser, c'est le deuxième mot-clé, protéger, sécuriser. Sécuriser, bien entendu, c'est l'état de la menace, mais indépendamment de l'état de la menace, c'est aussi sécuriser les actifs d'une entreprise, sécuriser, bien entendu, pour mieux protéger. C'est la fonction, on va dire, de protection. Pour l'avenir, un numérique de tous, je veux dire de tous et pour tous, si je paraphrase, c'est aussi anticiper.
Alors il y a l'intelligence artificielle, on n'anticipe pas, elle est déjà là depuis quelques années et c'est plus quelque chose de nouveau maintenant, mais anticiper aussi les usages. Actuellement, en tant qu'avocat, beaucoup de mes clients m'interrogent en disant effectivement les usages ne sont pas encore définis. On aurait envie de faire ça, certes, mais est-ce qu'on va le faire? Comment on définit? Alors qu'on sait, en tant que DPO, et je suis DPO externe aussi, j'ai cette casquette-là, en tant que DPO, on doit effectivement collecter des données pour des finalités qui sont déterminées. Donc comment on gère? Donc ces mots-clés, effectivement, cette approche par les risques, qui est un point commun avec toutes les réglementations, c'est pour protéger, sécuriser, anticiper, donc préparer aussi l'avenir. La CNIL est là, pas que la CNIL, puisque l'ensemble des autorités de contrôle en Europe aident à construire effectivement cette dynamique, mais aussi le DPO est gardien des libertés, bien entendu, gardien, on va dire, d'une gouvernance en entreprise. Il n'est pas seul, il va devoir travailler en équipe et il travaille déjà en équipe. Et il va devoir effectivement pas gérer, mais se faire accompagner de tiers si ce n'est pas déjà fait. Dans un contexte géopolitique mouvant, on ne sait pas effectivement ce qui va advenir actuellement des transferts de données Europe-États-Unis. On ne sait pas aussi, il y a énormément de discussions par rapport à l'Asie ou autre. Donc là, je me place plus dans une dimension internationale, mais effectivement, il y a des enjeux qu'il convient de prendre en compte. Ces enjeux sont aussi des enjeux réglementaires. Alors en France, on parle beaucoup effectivement de la directive NIS 2. On sait que la transposition, l'Assemblée nationale va étudier le texte qui a été adopté au Sénat il y a quelques mois. Là, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, les auditions commencent, je crois, la semaine prochaine. Donc on est au cœur d'une transposition qui va être extrêmement importante pour effectivement les entreprises, les organismes, y compris le secteur public, puisque le secteur public est concerné effectivement par NIS 2. Pour ceux qui sont dans une approche sectorielle, ça va être effectivement le règlement DORA, REC pour effectivement la sûreté, et la sûreté veut dire aussi, je vais faire un parallèle, on parle beaucoup de vidéoprotection, de vidéosurveillance, énormément effectivement de décisions de la CNIL en France sur tout ce qui est caméra augmentée. Il faut savoir effectivement que la loi sur la sûreté dans les transports qui a été publiée la semaine dernière après un avis du Conseil constitutionnel a rejeté le maintien effectivement des caméras augmentées dans le cadre des expérimentations des Jeux Olympiques. L'année dernière, il y avait une loi qui avait été adoptée dans le cadre des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques qui permettait effectivement une expérimentation des usages dans le cadre des manifestations sportives, dans le cadre de la gestion du trafic, dans le cadre effectivement d'une gestion effectivement des mouvements de foule. Cette expérimentation, à date, n'est pas reconduite, puisqu'elle a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Donc encore une fois, une posture de liberté publique par rapport, vous voyez, à l'usage des caméras augmentées. Donc, l'ensemble de ces textes, l'ensemble de ces gouvernances, et vous voyez, il y a d'autres textes qui sont en gris, dont on parle peut-être un peu moins, mais qui sont aussi importants. Le Cyber Resilience Act, en fait, c'est tout ce qui concerne les objets connectés. La sécurité, on va dire, dans le cas d'un auditeur de logiciel, la sécurité, effectivement, pour les distributeurs de logiciels, c'est un texte déterminant, puisqu'en fait, on va intégrer ces principes de sécurité, on connaît bien, security by design, privacy by design, en amont de la conception. Donc, des textes qui sont, pour certains, déjà entrés en application, pour d'autres qui vont entrer en application. Je parle NIS 2 et notamment la loi, une fois que la loi sera adoptée, dans quelques mois, certainement avant l'été. Donc un contexte, on va dire, réglementaire intéressant, complexe, parce qu'il faudra effectivement gérer des délais, notamment de notification d'incidents. On ne parle pas de notification de violation de données, puisque là c'est spécifique effectivement au règlement général sur la protection des données, mais que ce soit par exemple dans NIS 2 ou dans DORA, on parle d'incident. Alors qu'on sait qu'effectivement que tout incident de sécurité ne comporte pas automatiquement des données à caractère personnel. Mais comment on fait effectivement alors que les délais vont être différents? Donc aussi une complexification, il faut le dire, hein.
Complexification, effectivement, de cette gestion. Et on sait tous qu'en cas de gestion de crise, encore une fois, on est en approche par les risques, mais avec un côté anxiogène lié à une crise. Comment est donc l'humain, et encore une fois, au cœur. Je vois, protéger les données, c'est aussi protéger effectivement l'humain pour sécuriser. Les menaces sont protéiformes. Là, je vous ai fait quelques extraits de textes, de journaux. Les hôpitaux, bien entendu, les hôpitaux ont été la cible des cyberattaques. C'est tous, on sait que nos données de santé, effectivement, c'est une des catégories sensibles de données, spéciales de données en tant que telles, mais tout secteur, et vous voyez sur le slide le côté effectivement diversifié de la menace et des entreprises qui sont impactées et attaquées d'une manière générale. On sait tous qu'on sera un jour ou l'autre, que ce soit dans le cadre de son entreprise ou dans le cadre d'un partenaire ou d'un prestataire, ou en tant que citoyen, on a tous reçu certainement des messages nous signalant que nos données ont fait l'objet d'une violation. Donc, tout acteur, et on voit c'est très disparate, avec effectivement une cybermenace qui est là, un état de la menace qui est qualifié comme élevé par l'ENSI, avec aussi des qualifications d'attaque par certains États. Pour la première fois, il y a eu un rapport qui a attribué à un État étranger des attaques. Donc, une vigilance, on va dire, de tout à chacun. Et on voit effectivement aussi les IBAN, on va dire que l'année 2024 a été une année en termes de cyberattaques et de violation de données extrêmement élevée. C'est, je disais, une augmentation des violations. Alors une augmentation aussi, parce que depuis quelques années, on a l'obligation de notifier à la CNIL. Personne concernée, bien entendu, c'est dans les liens de l'aide par rapport à une gestion du risque. Mais c'est vrai que cette gestion du risque, c'est aussi une question de confiance. Parce qu'un des mots-clés aussi, c'est pas que protéger, sécuriser un avenir, c'est aussi avoir une confiance dans les acteurs, en interne, en externe et au sein des partenaires. Donc on voit effectivement, et il y a eu énormément de communication là-dessus, un renforcement de l'action de l'autorité de contrôle en France qui met en exergue effectivement cette augmentation des attaques et des cyberattaques, donc des violations. Une attaque bien connue, hélas, c'est effectivement par le biais des rançongiciels, où vous voyez effectivement sur le panorama de la menace, où il y a énormément d'attaques par rançongiciel, donc des systèmes d'information qui sont pris en otage, donc effectivement des sociétés, des collaborateurs, des partenaires qui ne peuvent plus effectivement travailler, avec toujours un risque, donc une position très importante. Quand le DPO arrive dans le cadre d'une cellule de crise, avec la notification, il faut savoir que le DPO, il ne faudra jamais oublier ce rôle dans le cadre d'une cellule de crise. La notification peut être conseillée, recommandée par le DPO, mais c'est bien le responsable de traitement, j'insiste, qui doit l'effectuer, en tout cas qui doit donner effectivement, je peux m'exprimer comme ça, son go. Très important, le DPO va éclairer, conseiller, aux côtés du RSSI, du CISO, aux côtés, on va dire, d'autres professionnels de la gestion de crise, très important, mais ça va être le responsable de traitement, bien entendu. Dans le cadre pareil du dépôt de plainte, le DPO peut, et j'encourage effectivement à déposer plainte, c'est très important, va effectivement pouvoir accompagner un dirigeant aux côtés du RSSI pour expliquer, le cas échéant, les procédures dans le cadre d'une violation de données. La gouvernance, très importante, la gouvernance aussi envers les personnes concernées. Je l'ai dit, j'ai commencé mon propos là-dessus, très important, effectivement, c'est nous tous. Je parlais de liberté fondamentale, on va parler d'intelligence artificielle générative, bien entendu, mais au fond de tout ça, c'est effectivement nos données. Et avoir une violation de données ou être victime d'un incident de cybersécurité, compte tenu de l'état de la menace, c'est quelque chose qui devient, on va dire, courant. Je n'ai pas dit que le risque n'était pas grave, qu'il ne fallait pas mettre en place des moyens de sécurisation, bien entendu, c'est très important, mais le DPO va avoir ce rôle clé de porteur et aussi de bien informer les personnes concernées. On a l'habitude, alors je ne sais pas si on a l'habitude, mais
on va dire, on reçoit régulièrement par tout moyen des communications comme quoi nous donner et nous appeler une vigilance. Ce devoir de vigilance va s'inscrire, on va dire, tout au long du travail quotidien d'un délégué à la protection des données dans le cadre d'une sensibilisation. Les exemples que je projetais et les exemples, effectivement, les différents objets de plainte que la CNIL a pu voir, on voit que c'est toujours, on va dire, des secteurs très importants en matière de données à caractère personnel. La santé, bien entendu, tout ce qui est éducation, tout ce qui est effectivement le milieu social ou autre, les finances, les banques, c'est en lien effectivement avec les cyberattaques de l'année dernière. La CNIL est à la fois conseil, accompagne, mais à l'instar des autres autorités de contrôle et de sanctions. On a tendance à retenir le côté sanctions. Ce sont des sanctions administratives, mais il n'y a pas que, il peut y avoir des avertissements, il peut y avoir des mises en demeure, il peut y avoir pléthore, un panel de sanctions très large. Mon propos ce matin n'est pas de rester sur la sanction et de savoir qu'X ou Y a eu tant de milliers ou de milliers d'euros, c'est de savoir effectivement d'avoir le côté pédagogique d'une sanction. Le DPO souvent est interrogé à l'instar des autres métiers d'une entreprise par un dirigeant en disant mais qu'est-ce que je risque? Très bien. Alors même s'il y a une sensibilisation, même si on va dire des réglementations comme l'INIS de DORA ou l'IACT, très important, imposent au sens réglementaire des formations, des sensibilisations, toutes ces sanctions, tout ce travail, y compris on va dire les rapports annuels des autorités de contrôle, aident aussi à sensibiliser les dirigeants. La CNIL existe depuis 1978. Le RGPD a été adopté en 2016. On est quelques années bien après toutes ces dates. Et j'ai encore des dirigeants qui disent « mais je risque quoi ?» C'est pas que le risque. Effectivement, le risque en termes de sanctions, c'est aussi encore une fois une protection d'un actif et d'une relation de confiance. J'irai d'autant plus avec l'avenir et indépendamment de l'IA, tout, on va dire, les croisements de données, toutes les possibilités qui vont être faites avec les technologies et les innovations qui sont à la clé. Donc les procédures sont là, simplifiées, oui. Effectivement, c'est un nouvel outil de la CNIL et on commence à avoir un certain recul. Et on voit que ce soit des plaintes qui explosent aussi, ça veut dire le citoyen, nous, qui saisissons la CNIL de plus en plus. Donc c'est passé à un réflexe aussi. On va dire peut-être pas dans tout à chacun, parce que là on parle d'un public intéressé, formé, et d'experts et de professionnels, mais même tout à chacun maintenant a entendu parler de la CNIL si on fait des sondages, on va dire, dans nos familles, auprès de nos proches. Donc c'est une bonne chose aussi d'avoir cette saisie, et ça permet aussi de sensibiliser en disant des plaintes, effectivement, les plaintes peuvent donner lieu à des contrôles ou à un questionnement de la part de l'autorité de contrôle, et notamment à un problème, à une gestion difficile de l'image, ne serait-ce par des interpellations via les réseaux sociaux. Très important. Sur des plans stratégiques, que ce soit l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information ou la CNIL, on voit que les thématiques prioritaires, ça va être les applications mobiles. On ne fait rien sans notre mobile. Hein. Voilà, on va être aussi. Des recommandations sont sorties. Je vous invite à les lire. La CNIL est un point sur l'application mobile, c'est comme sur les cookies, hein, qui sont quand même des spécificités de droit national, des points très importants. La cybersécurité sur les collectivités territoriales, ça se rejoint avec NIS 2. Effectivement, là, il y a un focus sur l'administration pénitentiaire. Ça sera la directive police-justice, certainement. Et le droit à l'effacement, l'année dernière, c'était la gestion des droits des personnes concernées. Donc on voit toujours ce développement. Quand on est en parallèle avec l'ENSI, c'est la massification de la menace qu'on a vue. Donc ça fait un lien, effectivement, avec cette volonté de renforcer. Et l'ENSI prend en compte les objets, les enjeux sociétaux. Ça tombe bien. Ce sont aussi les libertés fondamentales. Donc vous voyez, quelles que soient, on va dire, les postures, alors que ce sont l'ENSI n'est pas indépendante, n'a pas du tout le même statut que la CNIL. Donc la CNIL est la première autorité administrative indépendante en France. On voit que tout se rejoint, ce qui est plutôt une bonne chose.
le DPO, et vous avez déjà intégré dans votre vocabulaire le mot cybersécurité depuis bien longtemps, le mot gestion des risques aussi depuis bien longtemps. Il y a un mot qui n'est pas du droit, comme je le dis souvent, qu'on doit intégrer en tant que juriste, alors que dès nos premières années de droit, on nous a dit que l'éthique, c'était pas du droit. Ah ben là, maintenant, on a une dimension éthique à prendre en compte. Contexte, rôle stratégique, puisqu'effectivement, un contexte réglementaire instable. Vous voyez à l'écran, mais vous savez aussi mieux que moi, parce qu'on vit cette actualité tous les jours. Les États-Unis, avec des positions aux États-Unis extrêmement radicales, on va voir effectivement comment effectivement fonctionne. On voit la posture aussi de la Commission européenne qui se construit en réponse aux États-Unis. On voit aussi effectivement des discussions par rapport à la réglementation, notamment sur la protection des données. Pour information, comme tout texte adopté par la Commission européenne, le RGPD, et ça sera la même chose pour NIS 2, c'est la même chose pour tous les textes, il y a des bilans qui sont faits sur l'application des textes et sur les possibilités d'évolution tous les 4 ans. Donc qu'un texte évolue, on va dire c'est normal, c'est même une bonne chose que le règlement ait inscrit cette possibilité d'évolution par rapport à l'avenir, par rapport aux évolutions de ce texte. Ça, c'est la même chose effectivement pour l'IA Act, de voir cette montée en puissance d'une, on va dire, d'une évolution des textes. C'est parti, c'est comme un contrat. Un contrat, il y a souvent des avenants. C'est la même chose, on s'adapte. Ce qui est une bonne chose aussi. Et on voit aussi les montées en puissance des réseaux sociaux américains par rapport aussi à la position. La montée effectivement des usages de l'intelligence artificielle, j'ai même mis des usages débridés, on voit que tous les domaines d'activité, tous les secteurs sont impactés. Vous voyez effectivement énormément d'investissements, énormément aussi d'impact, que ce soit sur le domaine de l'énergie comme sur le domaine de la santé. On verra sur l'éthique jusqu'où on laisse aller effectivement les enjeux éthiques. Ça va être des débats, on va dire, citoyens, très intéressants. L'éthique, il ne faudra pas oublier, alors même si tous les DPO vont se saisir effectivement de l'IA, puisqu'il y aura des projets IA qui vont demander une conformité au regard de la protection des données à caractère personnel. Après, l'enjeu, c'est en pleine de gouvernance d'entreprise, est-ce que le DPO doit avoir une casquette spécifique liée à l'IA? C'est pas ce qui est prévu effectivement dans le cadre du RGPD. Le texte de l'IA n'oblige pas, n'a pas l'équivalent du DPO. Et donc ça, c'est très important effectivement en termes de statut. C'est comme la direction de la conformité, ce n'est pas prévu par SIMPA 2. Donc je pense que chaque entreprise, chaque organisme, quel secteur, va avoir effectivement des postures de conformité différentes par rapport à ses métiers, ses usages, sa taille ou autre, mais le DPO, sa mission encore définie par le RGPD. En revanche, qu'un DPO soit formé aux usages de l'IA, mais comme tous les collaborateurs d'une entreprise, il me semble effectivement une bonne chose et pertinent. En revanche, que la réglementation liée à l'IA, là c'est encore une fois peut-être une autre casquette, et on sait tous que le métier de DPO et les missions de DPO font déjà que les journées sont bien chargées, qu'on soit DPO ou relais, voilà, quelle que soit la posture. Mais en tout cas, intégrer la culture, ça c'est important, comme on intègre sa culture d'entreprise ou autre. Ce qu'il ne faudra jamais oublier, parce qu'effectivement, le DPO et comme le RSSI ont l'habitude de faire des analyses de risque, d'un point de vue du RGPD, c'est sur certains traitements, et c'est des analyses d'impact effectivement sur la vie privée. Ce n'est pas les analyses de risque dans le cadre du règlement sur l'intelligence artificielle, ce n'est pas le même prisme. Le prisme des analyses de risque dans le cadre de l'intelligence artificielle, c'est sur le cadre de la protection des libertés, des droits fondamentaux. Donc l'humain, la santé, l'éducation. Donc ce n'est pas la même méthodologie. Parfois, j'entends, effectivement, en disant, bon, ça va être une analyse de risque sur certains traitements. C'est différent, en fait. Les qualifications sont différentes, le vocabulaire juridique est différent, les définitions sont différentes. On va parler de déployeur, on parle de transparence,
on parle effectivement d'intervention humaine, et vous voyez les articles qui sont effectivement listés sur le slide. On est sur un cadre juridique différent, avec des obligations, des responsabilités et une méthodologie différente. Ne cherchons pas à faire rentrer une conformité IA dans une conformité RGPD, notamment par rapport à les analyses de risque. Bien entendu, tout va se croiser. Le RSSI, le CISO, va s'intéresser à la sécurité. Alors, est-ce qu'on appelle des usages, est-ce qu'on appelle des modèles déjà, ou des systèmes? Ce sont 3 définitions différentes et 3 enjeux différents derrière. Mais comme il y a un prisme cybersécurité qui est renforcé, je l'ai dit avec NIS 2 ou avec des réglementations sectorielles, REC, DORA et ECRA bientôt, Cyber Resilience Act, pour ne pas parler en acronyme, pardon, c'est très important effectivement que le délégué à la protection des données ou le chargé remette effectivement l'aspect, le cas de son métier, en disant la protection des données, voilà ce qu'il y a un traitement. Parce que parfois on oublie, on confond traitement et usage avec l'IA Act. Donc il faut effectivement bien faire attention de ne pas tout, on va dire, mélanger. Et le droit est suffisamment précis dans ses définitions et notamment de bien avoir toujours une intervention humaine. C'est pourquoi aussi, face à cet avenir qui est déjà un présent, mais on sait que les usages se multiplient, jusqu'où vont-ils aller? La question est ouverte. L'intervention humaine sera clé. Voilà. Et qu'effectivement, le DPB, qui a sorti une stratégie récemment en matière de protection des données à caractère personnel, va dans le sens d'un discours commun, c'est-à-dire renforcer une harmonisation, l'approche par les risques, bien connaître les usages, si je parle aussi des finalités, savoir quelles sont les typologies, on va dire, de données qui sont collectées, et promouvoir la conformité. Quand on dit promouvoir la conformité, c'est promouvoir la conformité globale. Bien entendu, le DPO, vous l'avez compris, n'est pas seul, et mon propos n'est pas justement qu'il ne soit surtout pas isolé. Voilà. Mais avoir une culture et une coopération efficace, ce sont les mots effectivement de l'EDPB, pour avoir une protection des données intégrée dans ce paysage interréglementaire. La réglementation, elle est complexe, bien entendu. Chaque texte, j'ai pris l'exemple du règlement sur l'intelligence artificielle, mais chaque texte, effectivement, a son propre champ d'application, a ses propres exclusions, a ses propres définitions, qui ne sont pas contradictoires, bien entendu, mais comme chaque texte a des finalités différentes, il faut effectivement gérer l'interréglementaire, pour reprendre ce mot de l'EDPB, et je ne dis pas que c'est facile. J'ai déjà employé le mot complexe, bien entendu, mais c'est un travail d'équipe, et de ne pas vouloir effectivement tout régir, ou tout faire régir par le prisme de la protection des données. C'est un prisme, une clé de lecture, une gestion du risque qui est capitale, d'autant plus dans les données, avec la collecte de données indirectes. Les usages, les modèles d'IA, il y a énormément de conformités à faire qui sont très distinctes de la protection des données à caractère personnel. Bien entendu, la réglementation sur la cybersécurité NIS 2 va renforcer, encore une fois, il va donner des outils, notamment pour les RSSI ou pour renforcer la cybersécurité, avec un droit d'audit qui va être très important. Et aussi, je l'ai dit, une sensibilisation et une formation au niveau du COMEX. Une fonction clé, c'est en fait l'article du RGPD, donc je reviens effectivement aux fondamentaux, puisqu'il faut effectivement toujours revenir aux fondamentaux. Informer, conseiller, mais toujours et encore, mais aux côtés des métiers. La confiance, bien entendu, même si ce n'est pas, c'est un mot que j'ai rajouté, mais si ce n'est pas dans la définition effectivement du RGPD, c'est, on va dire en transparence, un des acteurs de la confiance. Contrôler, c'est superviser, voir effectivement que ce qu'on a mis en place, si on a mis en place une procédure, est-elle bien opérationnelle? Est-elle toujours adaptée à l'évolution de l'entreprise, que ce soit de la taille, de la structure, des usages, encore une fois? La coopération est un point clé,
bien entendu, mes coopérations, je vais aller au-delà effectivement du texte, pas uniquement seulement avec les autorités de contrôle, mais coopération en interne. En interne, alors effectivement, vous allez me répondre qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Alors c'est vrai que le DPO doit avoir effectivement des moyens, doit avoir des compétences, doit avoir beaucoup de choses. Et il y a, encore une fois, pour documenter ce besoin des décisions des autorités de contrôle, en Europe se sont tous prononcés, que ce soit en Belgique, en Norvège ou autres, se sont tous prononcés effectivement sur le vrai besoin d'un DPO qui soit en interne, en externe, mutualisé, d'avoir des moyens pour effectivement pouvoir faire ses actions et avoir une vraie culture donnée à caractère personnel. Donc la cartographie effectivement des enjeux donnés à caractère personnel, si elle n'est pas là, elle doit toujours effectivement devoir être mise en place et effectivement évoluer par rapport à l'avenir. Là, vous voyez la prospective effectivement d'avenir qui est très important à mettre en place. Les contrats, bien entendu, est un outil, on va dire, de confiance, peut-être même l'outil de confiance juridique très important. Donc les bonnes pratiques, elles sont là, hein. Elles sont là, vous les avez. Encore une fois, il n'y a pas de changement. Je dirais que l'enjeu de protection, de sécurisation actuelle et future, et encore, on va dire, de plus en plus prégnant dans ce monde mouvant dans lequel nous sommes. Je suis, on va dire, quelqu'un par nature plutôt positif, c'est-à-dire en connaissant les risques, en connaissant, on va dire, les points mouvants. Certes, on ne se connaît pas toutes les évolutions, il y a certainement des choses, mais si on a les bons réflexes, si on a effectivement les équipes et si on n'est pas seul, encore une fois, puisque c'est l'homme, effectivement, au sens, on va dire, philosophique du terme, par rapport à la liberté fondamentale et par rapport au débat de société, vous voyez, les autorités de contrôle se posent aussi dans ce débat-là, par rapport à l'entreprise, que le DPO aura toujours cette fonction clé. C'est un très très beau métier. Encore une fois, je ne suis pas en train de l'idéaliser. Je sais que le quotidien est souvent difficile, mais c'est une fonction d'autant plus capitale dans l'activité, on va dire, dans le monde, et surtout pour préserver l'avenir d'une entreprise, d'un organisme, et aussi, surtout et encore, des personnes concernées. Je vous remercie.